Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Amis auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé, bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Focus Santé, le déficit auditif, la cataracte et les défauts de réfraction, les lombalgies et cervicalgies, l'arthrose, le diabète, la dépression et la démence sont des problèmes de santé courants chez les personnes âgées. Même si la jeunesse n'est qu'une période de la vie et que la vieillesse se trouve dans la tête, il est un fait que de plus en plus les personnes du troisième âge ont une santé fragile et tout ceci ajouté à une mauvaise hygiène alimentaire accentue le risque de malnutrition. Focus Santé aujourd'hui, la question se pose, la question de la nutrition chez les personnes du troisième âge se pose. Le thème qui nous rassemble donc est repas équilibrés et nutritionnellement adéquats pour les personnes du troisième âge. Et pour en parler, j'ai avec moi en studio M. Wilfried Tossou. Il est le coordonnateur de l'ONG Nutrition for Life. Bonjour M. Tossou. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, je vous. Merci donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous allons tout de suite planter le décor, mais avant, il faut quand même que les auditeurs comprennent ce qu'on appelle la personne du troisième âge. Merci madame pour la question. Déjà, quand on parle de personnes du troisième âge, on se réfère généralement aux personnes âgées. Et la définition est un peu complexe et dépend des conditions socio-culturelles, économiques et autres. Mais de façon générale, les personnes du troisième âge ou les personnes âgées sont les personnes qui ont à partir de 60 ou 65 ans et plus. Des personnes qui ont déjà peut-être travaillé et qui sont admises à la retraite. Voilà, exactement. Okay, donc cette précision étant faite, lorsque vous êtes dans la marge de 50 ans, vous n'êtes pas encore une personne du troisième âge. Il faut forcément, c'est ça? Non, pas forcément. C'est pour ça que je disais tantôt que ça dépend des contextes socio-culturels. Dans certaines régions, par exemple, l'âge de la retraite peut être 50 ans et c'est coordonné à cet âge de retraite-là qu'on parle de personnes du troisième âge, alors que dans d'autres contextes où l'espérance de vie est peut-être plus élevée, on repousse un peu plus le début de la personne du troisième âge. Donc ça dépend de plusieurs autres facteurs, mais de façon générale, selon la classification de l'OMS, une personne du troisième âge commence à partir de 60 ou 65 ans. D'accord. Alors, quels sont les problèmes liés au vieillissement? Quels sont les problèmes que peuvent rencontrer ces types de personnes? Ok, déjà, le vieillissement s'accompagne d'un vieillissement aussi de l'organisme humain et les personnes âgées font face à plusieurs problèmes qui sont peut-être naturels et aussi liés à l'alimentation. Déjà, on a une perte musculaire, c'est-à-dire une perte de la force musculaire qui peut se traduire par une perte d'équilibre ou de fatigue de façon générale. Et ça peut être dû à un manque d'exercice physique ou aussi à un déficit en protéines et en énergie. Et on appelle ce phénomène-là la sarcopénie en sciences. Et c'est un phénomène qui est plutôt naturel, même si de l'autre côté, il y a l'aspect nutritionnel, comme je viens de le mentionner, qui est un déficit en protéines et en énergie. De l'autre côté, nous avons aussi une fragilisation des os, c'est-à-dire la déminéralisation des os, qui est un phénomène naturel. Plus l'âge avance, plus les substances osseuses diminuent, ce qui rend les os fragiles.
Et à part cet aspect d'âge et de prédisposition génétique, il y a aussi le manque d'exercice physique qui revient encore et l'absence d'œstrogène chez les femmes, donc chez les femmes ménopausées par exemple. L'ostéoporose dont je parle, qui est le phénomène dont je parle, est plus accentué. Mais de côté nutritionnel, il y a une carence en calcium et en vitamine D qui accélère également ce vieillissement-là des os. Ok. En plus de ces deux phénomènes, nous avons aussi comme problème lié à l'âge et touchant les personnes du troisième âge, nous avons l'altération de la dentition. Et nous savons combien les dents sont importantes pour manger, pour bien mastiquer. Voilà. Donc, quand on commence par perdre ses dents, la mastication devient difficile, ce qui fait que les personnes du troisième âge commencent peu à peu à perdre goût au repas, et ce qui entraîne par ricochet une malnutrition, parce que quand vous ne vous nourrissez pas, vous êtes malnutri. Et les problèmes de dentition aussi provoquent un choix alimentaire pas forcément adéquat, parce que bon, là ils vont consommer moins de viande, manger moins solide. Voilà. Et il y a aussi un phénomène naturel également, l'altération des capacités digestives. Donc le tube digestif et le système digestif vieillit aussi, et il y a des capacités fonctionnelles qui sont réduites. Nous avons aussi la perte ou l'altération de certains sens, comme le goût et l'odorat, en plus de la dentition. Donc quand vous ne prenez plus plaisir à manger, je pense que c'est difficile de s'asseoir et de vraiment savourer les repas. Donc ça fait peur, hein, quand vous le dites. Non, mais vous savez, c'est un processus naturel. C'est-à-dire, par notre alimentation, on peut vraiment retarder, ou on peut mieux prendre soin de ces phénomènes-là qui ont aussi quand même un peu de cause du côté de l'alimentation. Mais l'organisme est un cycle. Donc, petit à petit, au cours du cycle de la vie, ça suit son cours également. Mais vous savez, il y a des personnes du troisième âge qui sont en très bonne santé. Oui, très bonne santé. Donc, ça dépend aussi. Une bonne vieillesse aussi se prépare dans la jeunesse. C'est vrai, on verra bien comment ça se prépare, la vieillesse. Mais quand vous, en énumérant un peu les problèmes liés au vieillissement, vous employez souvent le terme naturellement. Est-ce que ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut éviter, que ça viendra tôt ou tard? Je dirais oui et non. Oui, dans ce sens où, par exemple, quand on prend l'ostéoporose dont je parlais, qui est une fragilisation des os, c'est lié à l'âge. Donc, tôt ou tard, ça doit apparaître. Mais quand vous avez une bonne alimentation en calcium et en vitamine D, vous faites de l'exercice physique de façon régulière, par exemple, ce phénomène-là sera un peu retardé ou ne sera pas vraiment prononcé, contrairement à quelqu'un, par exemple, qui a une carence en calcium et en vitamine D, par exemple. Donc, deux personnes du même âge peuvent être, qui sont dans la catégorie des personnes du troisième âge, mais ça ne va pas se manifester de la même façon, bien que ça soit naturel. Mais aussi, l'alimentation permet de soit retarder ou minimiser les effets ou les manifestations. Et c'est de là, maintenant, que la prévention en tant que nutritionniste prend tout son sens. Alors, est-ce que c'est aussi ça qui fait qu'on rencontre parfois des personnes du troisième âge, et peut-être que l'autre est même plus avancé que son compère, mais elle a toutes ses dents et l'autre n'en a plus du tout, ou bien c'est un problème purement génétique? Pour les problèmes de dentition, il y a des prédispositions génétiques, mais il y a aussi, vous savez, depuis quand une personne a 65 ans, les problèmes de l'instant T ne sont pas les problèmes qu'il a commencé à accumuler après 60 ans, par exemple. Okay. C'est la chronicité, en fait. Donc, c'est peut-être des habitudes qui ont été accumulées depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et qui continuent. Maintenant, l'organisme n'est plus en mesure vraiment est fragile, n'est plus vraiment en mesure de supporter, et les manifestations sont plus évidentes
chez certains que d'autres. Mais de façon générale, oui, il y a ceux qui prennent vraiment soin d'eux-mêmes, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie aussi, parce qu'on parle de l'alimentation, mais derrière, il faut une bonne hygiène de vie aussi, l'alcool, les fumées qu'on sort. Voilà. Alors, on a commencé quelque peu à en parler. Quelles sont les causes de la malnutrition ou de la dénutrition chez les personnes du troisième âge? Ok. À part ces problèmes liés au vieillissement dont je parlais tantôt, vieillissement de l'organisme et autres, nous pouvons avoir comme cause aussi la solitude, parce que généralement les personnes du troisième âge sont seules et peuvent avoir laissés pour compte, alors que c'est une période où ils sont vraiment vulnérables. Déjà, je tiens à le dire, les personnes du troisième âge sont un groupe vulnérable dans la classification au cours du cycle de la vie. Vulnérable parce que leurs besoins en alimentation et en nutrition qu'on abordera un peu plus loin, et aussi vulnérable parce que ils ont besoin d'attention. Et quand ils sont seuls, par exemple, ils perdent peut-être la convivialité de partager un repas. Donc, ils n'ont plus vraiment le goût ou l'appétit vraiment de s'asseoir à table et de manger. Et quand ils n'apportent pas les nutriments nécessaires, il y a l'anorexie ou les déficits, les carences qui s'installent. Il y a aussi, comme je le mentionnais un peu plus tôt, la perte du goût et de l'odorat. Donc, ce sont un peu des causes. Il y a cet aspect nutritionnel et autres, mais il y a aussi l'aspect psychologique en fait. Donc, quand vous n'êtes pas accompagné, quand vous ne vous sentez pas vraiment bien mentalement et psychologiquement, forcément votre alimentation sera touchée. C'est vrai que dans les pays développés, on a tendance à déposer les personnes du troisième âge dans des maisons de retraite et autres. Ici, on n'en a pas, peut-être pas encore les moyens. Et qu'est-ce que vous proposez? Parce que la première cause de la malnutrition chez ce type de personnes, comme vous l'expliquez, c'est la solitude. Oui. Qu'est-ce que vous proposez aux enfants, je dirais, par rapport à leurs parents? Je pense que le premier appel serait aux enfants de vraiment se coordonner ou s'arranger à ce que ces personnes du troisième âge-là ne se retrouvent pas totalement seules. Et qu'ils aient ce plaisir-là, la convivialité, à qui parler et aussi se sentir bien mentalement. Et là, ils peuvent vraiment aller vers l'alimentation. Comme vous le mentionniez, dans les pays développés, il y a des maisons de retraite pour les personnes du troisième âge et même entre eux, il y a une certaine ils socialisent et puis ils ne sont pas laissés pour compte. Ils se sentent vivre, ils se sentent vraiment importants et ils peuvent compter les uns sur les autres. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser les personnes du troisième âge pour compte. Et aussi, les amener à quand même faire, parce que l'âge n'est pas une fatalité. À 65 ans, vous pouvez toujours faire des activités physiques, que ce soit la marche ou sortir, vous aérer, libérer l'esprit. Trouver aussi des activités qui vont vous permettre de ne pas rester à la maison parce que c'est une période critique. Comme je le disais, ce qui les rend vulnérables. Donc, il faut un accompagnement et il faut vraiment que la patience aussi de les supporter parce qu'avec l'âge, le vieillissement aussi... On devient presque un bébé. Voilà, on redevient ce par où on a commencé et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va aborder l'aspect que les auditeurs attendent, j'en suis certaine. Quels sont les besoins en nutriments chez les personnes du troisième âge? Ok, en termes de besoins en nutriments, on pourrait penser, je pense, que les personnes du troisième âge ont besoin de moins qu'une personne adulte. Mais les besoins en nutriments des personnes âgées est l'équivalent ou même supérieur aux besoins, par exemple, d'un homme adulte. Ah oui? Ah oui, je pense que
ça soulève quelques questionnements, mais c'est une période aussi, du moins, où ils ont besoin vraiment d'énergie et de protéines, par exemple, qui est plus élevée que chez un homme adulte pour éviter la sarcopénie dont je parlais plus tôt, pour soutenir les muscles et favoriser la force musculaire. Ils ont aussi besoin de plus d'eau qu'un homme adulte. Généralement, on dit 1,5 litre pour un homme adulte. Encore que je rappelle que c'est au cas par cas. En fait, la nutrition, il y a l'aspect général de la nutrition, il y a vraiment la diététique qui est appliquée à chaque individu. Donc ici, on donne des conseils de façon générale qui s'appliquent peut-être à la majorité, mais c'est vraiment du cas par cas, en fonction aussi des pathologies ou de l'état de santé de la personne, de son poids, de son âge et autres. Donc, de façon générale, on dit que les personnes du troisième âge ont besoin d'un peu plus d'eau, de s'hydrater par exemple, allant jusqu'à 1,7 litre d'eau par jour pour vraiment assurer le fonctionnement de l'organisme. Et vu que le système digestif aussi est un peu altéré, ils en ont besoin un peu plus pour soutenir. Et en termes de lipides, qu'on appelle les gras par exemple, ils ont plus besoin de... Là, il faut faire attention à la qualité du gras qu'on leur apporte. Ils doivent avoir une alimentation en gras insaturés, c'est-à-dire les oméga 3, les oméga 6, que l'organisme ne peut pas synthétiser, qui doivent être apportés par l'organisme. Donc, de façon générale, c'est un peu ça. L'énergie est quasiment pareille à ceux d'un homme adulte. À celle d'un homme adulte, on en parlait la dernière fois, je pense, 2000 kilocalories. Mais quand on donne des chiffres comme ça, je pense que la plupart n'ont pas vraiment une idée. J'aime pas trop les chiffres non plus. Mais quand on parle de 2000 kilocalories, par exemple, il faut aussi... ça, c'est juste un conseil pour les auditeurs. C'est sur Google de taper guide alimentaire du Bénin. Parce que oui, nous avons un guide alimentaire qui donne un peu comment diversifier son alimentation et aussi à quoi correspondent les portions. Les portions alimentaires. Vous avez bien dit guide alimentaire du Bénin. Oui. Donc, quand on parle de 2000 kilocalories, là encore, ça, c'est l'énergie dont l'organisme a besoin de façon générale. Mais pour une alimentation diversifiée, équilibrée surtout, il faut, par exemple, 50 à 55% de l'énergie, là, par exemple. Donc, la moitié de l'énergie dont on doit apporter à notre organisme doit provenir des glucides. Et les glucides, ce sont les céréales, les tubercules, les fruits et légumes qui nous les donnent. Et 25 à 30% de l'énergie là doit être apportée par les protéines. Et par les protéines, nous avons la viande, le poisson, l'œuf. À titre d'exemple, par exemple, 100 grammes, peut-être 100 grammes, un point de niébé, ce que nous appelons haricots, par exemple, apporte 8 grammes de protéines. 8 grammes de protéines. Donc, si pour un calcul rapide, on dit que le besoin en protéines d'un homme adulte ou comme on parle des personnes âgées aussi, c'est 1 gramme par kilogramme de poids corporel par jour. Donc, si vous faites 70 kilos par exemple, votre apport en protéines doit être entre 70 et 80 grammes. Ça fait beaucoup de poignées de niébé. Justement, mais au cours de la journée, vous n'allez pas consommer que du niébé. Par exemple, un œuf apporte l'équivalent de 11 à 13 grammes de protéines. Quand même. Voilà. Donc, on retrouve aussi un peu de protéines dans les céréales, par-ci, par-là également. Donc, c'est aussi de ce besoin-là, on néglige, on se dit que non, c'est souvent quand on a besoin de perdre du poids ou ceci, cela, qu'on doit se diriger forcément vers un nutritionniste ou un diététicien. Mais ce n'est pas le cas. Le nutritionniste, c'est pour vous accompagner dans votre alimentation mais quotidienne. Quand même, tout le monde n'a pas les moyens de solliciter les services d'un spécialiste parce qu'on sait qu'au Bénin, solliciter les services d'un spécialiste, ça coûte énormément cher. Les nutritionnistes,
pense pas que ça soit... Mais je pense aussi qu'on peut plaider. Il y a dans nos hôpitaux aussi, c'est d'avoir des services de nutrition. Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment d'organiser peut-être des ateliers. Je pense à Nutrition for Life, ça fait partie de nos perspectives aussi. C'est d'organiser des séances d'échange, d'informations et des ateliers vraiment pour amener ces groupes vulnérables à prendre conscience du type d'alimentation et de comment vraiment prendre en charge son alimentation sans dépenser vraiment de grosses sommes. Vous parlez des personnes du troisième âge et de leur alimentation et puis comme vous le savez, c'est quand même une tranche de la vie où il y a le diabète, l'hypertension et on sait aujourd'hui que pour ces types de personnes, vous les retrouvez, je ne peux pas manger ci, je ne peux pas manger ça. D'où viendra l'apport nutritionnel alors si déjà la personne du troisième âge qui est diabétique, qui est hypertendue, a déjà beaucoup d'interdits alimentaires? D'où viendra l'apport nutritionnel? D'accord. Déjà, interdit alimentaire, c'est un mot un peu plus fort. Et on parle de modération, je vais dire, parce que quelqu'un qui souffre de diabète, c'est que la production d'insuline est touchée et autres. Donc là, on ne leur refuse pas, par exemple, de consommer des glucides, mais on fait attention à la qualité plutôt des glucides qu'ils consomment. Donc, ne pas manger, ils peuvent bien manger un peu de tout, du riz, de la pâte, mais on va plus faire attention peut-être au mode de cuisson ou à la qualité. On va leur dire peut-être préférer un riz complet ou les riz étuvés qu'on a de Tassa et qu'on sort au riz blanc, raffiné et autres. Parfumé. Voilà. Donc c'est pour ça, je disais un peu plus tôt aussi qu'une bonne vieillesse se prépare dans la jeunesse. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience des répercussions de notre alimentation pendant l'adolescence et l'âge adulte. Parce que quand le mal est là, c'est fait. Maintenant, parlant de l'hypertension, je pense on peut contrôler ça. Bien sûr, il y a les médicaments qui sont là, mais on peut, d'un point de vue nutritionnel, on peut contrôler ça en réduisant l'apport en sodium, c'est-à-dire le sel, et en augmentant l'apport en potassium. Et le potassium, on le retrouve dans des fruits comme la banane, par exemple, dans les noix et graines, dans le chocolat noir, dans l'eau de coco. Donc, ce sont des aliments qui sont vraiment autour de nous, mais dont on n'a pas forcément connaissance, qui peuvent nous aider dans la gestion de l'hypertension. Aujourd'hui, je pense que des rapports de l'OMS sont sortis, mais presque dans la population, nous excédons la dose normale recommandée en sel. Parce que le sodium, on l'a dans les aliments, mais on l'apporte encore comme sel de table. Oui. Et sans parler du cube, déjà, on sale le repas, on ajoute encore du cube. L'accélérateur de goût, comme on l'appelle. Et autres. Donc, c'est vraiment tous ces paramètres-là combinés ensemble avec surtout un manque d'activité physique. Surtout ça. Donc, la personne adulte peut manger un peu de tout à condition que ça soit vraiment varié, équilibré. Équilibré, on le dit, mais comme je le dis, c'est aussi bien qualitatif que quantitatif. Et quantitatif, on ne peut pas se mettre à donner des recommandations de façon générale. Parce que si le plateau aujourd'hui, je dis qu'il faut réduire l'apport en sel de façon générale, oui, ça c'est une recommandation générale. Mais chez une personne hypertendue, par exemple, on va encore plus insister sur la quantité de sel. Mais pour une personne qui fait de l'hypotension, qui a besoin de plus de sodium, on va lui dire de commencer à manger un peu plus salé. Donc, il faut prendre en compte la condition personnelle et physiologique de la personne avant de commencer à généraliser les recommandations. Par exemple, parlant de diversification alimentaire chez la personne du troisième âge, quand on prend une personne du troisième âge, son menu du jour serait quoi, par exemple? Ok, commençons par le petit déjeuner. Oui. On peut faire de la bouillie de sorgho ou de soja avec, si la personne veut
1 ou 2 morceaux de pâté ou toko, comme on aime l'appeler, sans trop d'huile. On va faire confiance à qui pour l'huile? C'est tellement pas la vendeuse. Mais bon, si c'est fait maison, par exemple, Oui. on peut contrôler la quantité Oui, d'huile. tout à fait. Ou, bon, vous pouvez laisser de côté Pâté de corps, prendre une poignée d'arachide, Oui. d'arachide qui est vraiment sain, qui apporte aussi des oméga, et du fruit. Pour une personne, petit déjeuner. Au petit déjeuner, oui. La bouillie et du fruit. Vu que on parle, je vais rester dans le cas d'une personne de 3e âge, Oui. on va parler d'un fruit qui sera capable de mastiquer ou digérer facilement. Donc, ça peut être de la banane, ça peut être de l'orange. Maintenant, si la dentition est vraiment altérée, que la personne ne peut pas, on peut réduire cette banane-là en smoothie que la personne va boire au lieu de manger, ou peut-être l'orange pressée, l'orange mais avec les fibres. OK. Avec les fibres, parce que les fibres aussi facilitent la digestion. Ça n'apporte pas d'énergie, mais ça participe à une bonne santé intestinale et favorise également la digestion. Les fibres doivent être vraiment intégrées dans l'alimentation de tous les jours, mais encore plus pour la personne du 3e âge. Donc on ne doit pas filtrer le jus d'orange pour enlever pas les... Du tout. Pas du tout. Pas du tout. OK. On prend les fruits généralement pour ça, en fait, pour les fibres et les vitamines. Mais quand vous filtrez, que vous enlevez la majorité des fibres, les gens ne seront pas contents, mais vous prenez du sucre dans des... C'est vrai qu'il y a encore un peu de vitamines, mais l'essentiel est quand même enlevé. Donc, on est au petit déjeuner, vous avez dit la bouillie, plus un fruit. Et au déjeuner, on peut faire, si la personne, une pâte ou du riz complet. Je mets la précision parce que quand on va dire riz raffiné, on va dire OK, mais la Qu'est-ce que vous appelez riz complet? Le riz complet, c'est un riz qui n'est pas raffiné, qui n'est pas, on va dire, poli. C'est comme le riz qu'on a au Bénin. Au Bénin, on a le riz étuvé, par exemple, qui n'est pas vraiment complet. Mais qui s'approche. Oui, je pense que c'est au milieu. En tout cas, c'est mieux que le riz blanc raffiné. OK. Le riz étuvé aussi facilite. Ça contient encore des minéraux et c'est un peu plus... On va me dire, c'est pas parfumé, c'est pas ceci. Mais le riz doit être parfumé naturellement. On n'ajoute pas d'autres. Et aussi, il y a... comme pour le sucre, par exemple, vous voyez, il y a plusieurs types de sucre. Le sucre roux, le sucre blanc. Voilà, c'est un processus de raffinement qui fait qu'on a le sucre blanc à la fin. Sinon, le sucre d'habitude, il est roux, c'est ça? Pas roux, mais il est un peu plus foncé quand même que le blanc. Et aussi, c'est pour des soucis, on ne va pas dire que c'est mauvais, non, mais c'est pour soucis de technologie aussi, parce que le sucre blanc, par exemple, se conserve plus longtemps et ça va revenir un peu plus moins cher aussi que les autres. Oui. Mais le sucre, qu'il soit roux ou pas, qu'il soit blanc ou pas, il ne faut pas en abuser parce que c'est en termes de calories et en termes d'effet sur la glycémie, c'est pareil. Donc, revenons à notre déjeuner. Donc, ça peut être du riz. Oui. Du riz complet. Du riz complet où on va rester dans notre contexte ici, riz étuvé. On peut prendre le riz étuvé. Et avec une portion de niébé ou de vanzo pour équilibrer l'apport en protéines. Si on veut, on ajoute du poisson ou de la viande maigre, ça dépend. Et de la viande maigre, oui, c'est-à-dire du poulet par exemple, pas des viandes grasses, voilà. Les viandes aussi, quand c'est gras, c'est que déjà la mastication va poser problème et aussi en termes de digestion, ça prend un peu plus de temps à être digéré par l'organisme. Et dans ce cas-là, par exemple, ça va prendre du temps avant que l'organisme ne tire les nutriments nécessaires pour son fonctionnement. Donc, des fruits encore, on peut ajouter des légumes, de la carotte, de haricots verts, en tout cas donner de la couleur et apporter aussi pour la variété. Ajouter, vu qu'on a pris du fruit le matin, on peut mettre des légumes là,
peut-être une soupe de tomates ou friture sans beaucoup d'huile, ajouter au riz et au vanzo et manger. Le soir, ça dépend de la personne. Bon, en temps, entre le déjeuner et le dîner, s'il y a une collation à prendre, on peut prendre du yaourt, mais on va me dire que tout le monde n'a pas les moyens de prendre du yaourt. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre, je sais que l'arachide peut revenir pour son gras essentiel. Désolé. On peut aussi prendre, par exemple, des noix de cajou ou même revenir avec, en période de disponibilité du maïs frais. On peut prendre... c'est la saison actuellement. On peut prendre du maïs frais, badé fait ou badé dida et autres pour quand même garder un peu, éloigner un peu la faim. Et le dîner, on peut prendre pâte noire avec une bonne sauce de tomate, crin ou une bonne sauce de légumes, poisson, peut-être fromage et autres. Et finir aussi peut-être par des fruits. Donc, fruits, légumes doivent être présents à chaque repas. Presque, oui. C'est essentiel. C'est essentiel. Vous avez parlé tout à l'heure de la pâte, de sauce tomate le soir. Or, on entendait souvent que l'organisme a besoin de manger léger. Et on considère même... on prend l'organisme comme une voiture qu'on charge le soir. Est-ce que la pâte le soir pour une personne âgée, ce n'est pas déjà très lourd? Non, la pâte n'est pas lourde. La pâte n'est pas lourde. Et par repas lourd, souvent les gens parlent des gras, en fait. Quand vous mangez trop gras le soir, par exemple, ça donne plus de travail à l'organisme pour digérer. Et si l'heure du coucher n'est pas très éloigné de l'heure à laquelle vous preniez votre repas. Par exemple, vous pouvez avoir des difficultés pour dormir et puisque la digestion serait en cours quand vous serez en train de vouloir dormir, ça va causer mais la pâte noire, une portion ou deux portions, une portion chez la personne âgée, une portion c'est le bol de 100 francs là. 200 francs là, qu'on nous vend souvent. Donc avec des légumes et autres, c'est pas déjà lourd. D'accord. Alors, tout ce que vous dites là, on a l'impression que c'est pour une personne d'un certain standing. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de manger et de la cassa et amo soja tous les jours, est-ce que ça apporte une certaine... enfin, vous avez parlé de qualité, de quantité. Okay. Est-ce que quand la personne âgée prend de la cassa, du amo soja tous les jours, est-ce que les besoins sont respectés? Non, tous les jours, je pense que la réponse est non, parce que ça manque de diversité. Ça manque de diversité, de variété aussi. Mais en soi, la cassa, le amo soja, ça apporte une certaine quantité de protéines et d'autres nutriments. La cassa aussi, ça fait partie de la famille des glucides, c'est un peu plus raffiné, pas aussi complet que la pâte de maïs, mais ça dépend aussi. Mais s'il y avait une variation dans ce type de repas, par exemple, même si vous achetez au dehors, par exemple, c'est vous-même qui choisissez ce que vous voulez manger. Oui. Je vais chez la bonne dame, par exemple, qui vend du atassi. Si je prends du atassi, j'ai céréales légumineuses. Je prends un peu de friture, je prends amo soja, c'est d'accord. Le compte est bon. Le compte est bon en termes de trucs. Mais après, je peux acheter 2 bananes, un ananas, une orange et manger. Souvent, on se plaint, si on n'investit pas dans notre alimentation, c'est pas dans les boissons qu'il le faut. C'est-à-dire les mêmes personnes qui se plaignent souvent que l'alimentation est chère, mais ils payent des pieds et des mains pour boire la bière. L'argent de la bière est trouvé, mais l'argent pour manger équilibré, on trouve que c'est un peu... Je pense que c'est vraiment sensibiliser aussi et montrer aux gens qu'avec nos ressources locales, par exemple, quand je parle, on ne va pas parler de laitue, quand on parle de légumes, par exemple, il y a nos fortetés, il y a nos mangues qui sont là et on peut vraiment les valoriser, qui sont vraiment très riches. Quand on parle de fruits, il ne faut pas penser aux raisins, pommes de fruits. Non, ça, c'est pas... Pour ceux qui peuvent, ils vont vers ça.
Même pour nous autres, ananas, c'est cool. Dans Calavi, ici, c'est pas ça qui va coûter des pieds et des mains. Je pense que ça coûte moins cher même qu'une bouteille de bière. Oui. Mais je pense qu'on a toujours eu cette impression que manger équilibré, c'est une affaire de riches. Mais même les riches n'ont pas forcément une très bonne alimentation équilibrée. Et si le prix auquel vous achetez un repas, ça ne veut pas forcément donner sa qualité nutritionnelle. C'est non. ça. Donc, tout en étant pauvre, on peut manger de façon qualitative et quantitative. Oui. Alors, je crois que cette émission tire déjà à sa fin. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à tous les conseils que vous avez donnés pour une vieillesse heureuse en termes de nutrition? Je pense, comme on a commencé par le dire en début d'émission, c'est ne pas laisser les personnes âgées pour compte, de vraiment les accompagner et s'assurer qu'ils boivent ils sont hydratés, que ce soit, c'est vrai, ils vont dire à cause de l'altération du système digestif et des sens. Systèmes urinaires, ils vont uriner assez. Il y a des personnes âgées qui pensent que boire trop d'eau pourrait les pousser à uriner fréquemment. Du coup, on préfère se dispenser. Non, boire assez d'eau, c'est d'abord pour hydrater l'organisme, mais aussi pour faciliter l'élimination des déchets ou des toxines qu'on aurait accumulées dans l'organisme. Oui. Donc, uriner, c'est un processus normal. C'est quand vous urinez trop fréquemment, ça peut être pathologique ou non. Pathologique dans ce sens où, bon, vous pouvez aller consulter, voir. Mais je pense que ça ne devrait pas faire peur. Du moment où c'est un processus normal, ne devrait pas faire peur. Maintenant, si vous urinez un peu trop fréquemment que d'habitude, là, vous pouvez vous poser des questions et aller faire une consultation. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui se dit, je ne vais pas manger parce que je dois aller aux toilettes. Un peu. Non. Quand vous allez aux toilettes, c'est vraiment c'est le processus final de la digestion qui se termine là. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de rester assez hydraté. Et vraiment aussi, pour les personnes adultes, par exemple, ils ne peuvent pas... On a donné l'exemple d'un menu à 3 repas avec une collation tout à l'heure. Mais pour une personne âgée, par exemple, ça peut être vraiment compliqué de manger toute une portion ou 2 portions au même moment. Donc, on peut fractionner ces portions-là aussi. S'il faut aller à 4 ou 5 repas, l'essentiel, c'est vraiment d'apporter l'essentiel à la fin, l'essentiel de nutriments à la fin de la journée. Et il faut donner de petites, parfois, pour pallier à ce problème de goût et d'odorat, c'est peut-être mettre un peu plus d'épices, d'aromates, pour vraiment donner d'odeur, envie d'aller manger. Et il faut faire attention, par exemple, aux épices, par exemple, pour ceux qui souffrent de reflux gastrique. C'est pour ça que je dis que les conseils, si je dis manger épicé, les gens vont se dire que maintenant, ça donne ceci. Je souffre de l'ulcère, j'ai des reflux gastriques. Donc il faut aller doucement donc sur les épices. Donc c'est au cas par cas, comme on le dit. Au cas par cas. On pourrait parler du sel, mais pour quelqu'un qui souffre déjà d'hypertension, par exemple, cette recommandation ne s'applique plus. Et il faut créer un espace convivial autour de ces personnes-là. Merci beaucoup, M. Wilfried Tossou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Nutrition for Life. Et pour ce numéro de l'émission Focus Santé, nous parlons des personnes du 3e âge, plus essentiellement des repas équilibrés et nutritionnellement adéquats pour ces personnes du 3e âge. Comme je vous l'aviez dit tout au long de cette émission, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin qu'on les entoure, ils ont besoin d'amour. C'est vrai que sous nos cieux, quand on voit 2 personnes du 3e âge marcher ensemble, on a tendance à penser que voilà, 2 sorcières qui marchent. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin de solidarité. C'est la tranche d'âge à laquelle on doit plus faire attention à ces personnes qui ont
par le passé une certaine force, une certaine vigueur et qui se retrouvent à les perdre. Et il faut dire aussi que le manque d'activité, se retrouver à la retraite parfois, plonge les personnes du troisième âge dans le désespoir. Elles se disent, j'étais en activité, je pouvais me nourrir moi-même, je pouvais me déplacer, me voilà clouée à la maison. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut juste entourer la personne du troisième âge. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le rendez-vous de ce numéro de votre émission Focus Santé. Derrière la baie vitrée pour m'accompagner ce jour, c'est bien sûr Arissou Adamo à qui je dis merci beaucoup. Ginette Fleur Adandé, j'étais à la présentation. On se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro.